pourrait imaginer qu'il puisse y avoir un échappement, qu'à un moment le gène, je vais utiliser des mots inadaptés, se décroche, peut-être qu'il y ait un échappement thérapeutique, ou peut-être qu'il y ait des effets secondaires à long terme. Comment ça implique justement la façon de prendre en charge ces patients? Alors, je pense que la première étape, ça a été de définir les cibles. Et donc, on voit très bien que dans les patients ou les maladies qui ont été éligibles à la thérapie génique, il y a des choses plus simples que d'autres à faire. Et donc, par exemple, la myotrophie spinale, c'est une maladie du système nerveux, puisque c'est les motoneurones qui sont détruits. Mais en même temps, la protéine qu'on va remplacer ou qu'on va produire, là, c'est une protéine circulante. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à remplacer en termes de correction que de réintroduire une protéine qui est structurelle, qui est à l'intérieur de la fibre musculaire, qui est par exemple le cas de la myopathie de Duchenne. Ce qui initialement posait des tas de discussions sur la faisabilité, c'est-à-dire vous avez une protéine qui est à l'intérieur du muscle et vous allez devoir aller la remplacer, un peu comme si vous aviez un Lego et vous allez glisser une petite pièce de Lego qui manque. Voilà, premier point. Deuxième point, on ne sait pas comment le corps va réagir. Il y a tout le problème de la production d'anticorps, qui sont soit des anticorps dirigés contre ce virus de transport qu'on a utilisé pour la thérapie génique, mais qui peuvent être aussi des anticorps contre cette nouvelle protéine que l'enfant se met à produire alors qu'il n'en avait jamais produit avant. Et donc on a là pour le coup des tas de questions, parce que quid de ces anticorps, apparaîtront-ils, seront-ils neutralisants, seront-ils... Donc il faut les surveiller comme le lait sur le feu? Il faut les surveiller et on ne sait pas exactement à quel moment ils vont apparaître, parce qu'on a eu des surprises par exemple dans ce qu'on a appelé les enzymothérapies. Et on voit apparaître certains types d'anticorps contre cette protéine nouvellement fabriquée au fil du temps. Certains anticorps, en fait, ne dérangent pas du tout le fonctionnement de la protéine, puis certains anticorps sont neutralisants et ils vont empêcher la protéine de remplir son rôle. Donc on a un facteur là sur lequel on n'a pas trop d'idées, très honnêtement, sur du court terme. C'est là, Karen Ayache, c'est là où le travail collectif est absolument essentiel. Les industriels ne peuvent pas travailler évidemment sans les experts et sans les patients. J'imagine que les experts ont du mal à travailler aussi sans les industriels. Comment ça se passe, cette aventure collective? Alors, moi, ce que j'observe, et c'est ce qui fait, selon moi, la très grande valeur de l'écosystème international de la recherche dans les maladies rares, c'est que on travaille tous... il y a une espèce de logique holistique qui fait, depuis le début, que moi je suis rentrée dans ce monde-là, donc il y a 15 ans maintenant, qui fait que toutes les parties prenantes travaillent ensemble, plus ou moins dans la même direction. Évidemment que chacun peut avoir des enjeux à court terme un peu différents, mais globalement, je trouve que dans le domaine des maladies rares et de la R&D dans ces domaines-là, le collégialisme est de mise, que chacun a voix au chapitre, que les patients sont très importants dans la mise en point des protocoles. Donc naturellement, on a besoin des médecins, on a besoin des scientifiques, mais chez nous, on ne développe pas un protocole sans avoir fait contribuer les associations de patients, par exemple, pour indiquer de manière claire ce qui, selon elle, représenterait un vrai bénéfice thérapeutique dans le cadre d'une thérapie X ou Y. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce que montrent les développements dans les maladies rares, c'est qu'un médicament n'a de sens que si le patient y trouve du sens lui-même et un bénéfice. Et le professeur Deguer évoquait tout à l'heure la question de la qualité de vie. C'est bien de ça dont on parle avant toute chose. Alors Alain Weil, vous êtes impliqué, vous, la Fédération des hémophiles, vous avez été impliqué, on vous interroge un peu sur ces critères d'évaluation, sur qui devrait être inclus. Comment ça se passe? Non seulement on nous interroge, mais nous avons pris l'initiative, 2 initiatives. Déjà, il y a 2 ans, de créer au niveau mondial ce qu'on appelait le COREM, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs de tous les secteurs concernés, qu'ils soient patients, chercheurs, médecins, régulateurs ou industrie. On est arrivé à définir des critères
d'évaluation de tous les essais thérapeutiques, de manière à ce que chaque essai, il y en a aujourd'hui 40 en cours, il y en a 8 qui sont en phase 3, mais il y en a 40 en cours en 2020, donc c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir, mais il faut qu'on puisse les évaluer les uns par rapport aux autres selon les mêmes critères. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la Fédération mondiale, nous avons lancé il y a maintenant 3 ans, une table ronde de thérapie génique qui est annuelle. Donc tous les ans, pendant 4 ou 5 jours, des chercheurs, des patients, des représentants de l'industrie, des représentants des autorités de réglementation, de manière à faire le point et à leur dire voilà ce que nous savons, voilà ce que nous craignons, voilà ce que nous voudrions, vers quoi vous C'est la collégialité. Ça, c'est quand même un nouveau paradigme qui est en train, c'est merveilleux. C'est un petit peu l'ADN, si je puis dire, de la fédération et de l'hémophilie, c'est que tout le monde travaille bien ensemble. Ça, c'est assez extraordinaire. Vous venez de nous expliquer très clairement que le développement de ces thérapies super innovantes n'est pas simple, c'est même souvent un parcours semé d'embûches. Alors, comment conçoit-on ces traitements? On va écouter ce que nous dit un expert du Généton sur France 2. Vidéo. La thérapie génique, aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a des enfants atteints de maladies musculaires qui n'auraient jamais dû se redresser dans leur lit, jamais dû passer leur 2e anniversaire et qui aujourd'hui vont à l'école. Il y a des enfants atteints de maladies de la vision dont la vision a été préservée. Il y a des enfants atteints de maladies du système immunitaire qui n'auraient pas dû dépasser l'âge de 3 ans et qui aujourd'hui sont adolescents. Donc oui, la thérapie génique, ça marche. Et aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de démontrer que la thérapie génique, ça marche, mais l'enjeu, il est véritablement de pouvoir financer la recherche pour toutes ces maladies qui aujourd'hui n'ont pas encore de traitement. Alors les questions du développement, Isabelle Deguerre, il y en a une qui vient d'abord en tête, c'est qu'il y a quand même très peu de centres experts. Vous êtes très peu à savoir diagnostiquer ce type de pathologie. Vous avez un retard au diagnostic avec des patients qui font l'objet d'un nomadisme, des familles d'un nomadisme médical important. Je pense qu'il y a toujours eu un nomadisme. Un des objectifs des centres maladies rares est je dirais, de réidentifier des personnes référentes pour toutes ces maladies rares. C'est d'une part, en effet, qu'elles arrivent le plus tôt possible dans les centres de maladies rares, en particulier les enfants, parce que c'est des enfants petits. Deuxièmement, c'est tout un travail de formation et de nos collègues, pédiatres, médecins de ville, pour identifier rapidement, non pas le diagnostic de la maladie rare, on ne va pas les transformer en super experts, sensibiliser sur le fait que vous l'adressez. Sensibiliser que là, il y a en gros un feu rouge qui s'allume et il y a un voyant et qu'il faut qu'ils réagissent et qu'ils contactent, en tout cas qu'ils contactent rapidement une structure qui va pouvoir leur répondre. Donc c'est vrai que la France a des défauts, mais en l'occurrence au niveau des centres de maladies rares, on a plutôt une organisation assez en pédiatrie et chez les adultes, mais surtout en pédiatrie, qui est assez remarquable et enviée par pas mal de nos collègues européens et américains, n'en parlons pas. Donc on a de ce côté-là, je pense, un point d'avance. On a parlé des nouvelles approches, mais on sait qu'avant la thérapie génique, il y avait un vecteur viral. Il y a des nouvelles formes de thérapie génique avec l'ADN. Est-ce que ça change les choses en termes de profil de sécurité ou ce qu'on attend? Karine Ayache? Il y a effectivement plusieurs types de technologies en développement dans ce qu'on appelle globalement la thérapie génique. Donc son expression, la forme la plus simple, on va dire, c'est le transfert de gènes, le transfert d'ADN, où on va, à l'occasion d'une administration donc unique, soit dans tel ou tel organe ou tel système, délivrer donc en une fois une solution pour injection qui comportera des milliards de particules d'ADN visant à coder pour une certaine protéine. Et cet ADN est transporté via un vecteur viral, en général des vecteurs AAV, mais il y en a d'autres, qui ont pour propriété de transfecter certaines cellules. Donc on les choisit pour un tropisme neuronal, un tropisme hépatique, etc. Donc ces transporteurs vont transporter l'ADN qui, à son tour, va exprimer une protéine qui est manquante dans l'organisme du patient. Ça, c'est la forme la plus simple, j'allais dire, mais simple
entre guillemets, parce que c'est loin Maintenant, il y a de d'être... nouvelles générations. Conceptuellement, c'est facile à Ouais. saisir, mais à mettre en œuvre, c'est moins simple. Et puis à l'autre bout, il y a les technologies qu'on évoquait de gene editing, avec des ciseaux qui coupent des petits morceaux d'ADN, dans lequel une séquence d'ADN va être insérée, qui sont plus techniques, encore plus sophistiquées, je dirais, scientifiquement, où on est moins développé, moins avancé aujourd'hui, où il y a donc encore plus d'inconnus, mais qui sont Mais il y a pas certainement mal très d'espoir prometteurs. aussi pour les effets indésirables. On s'attend. Disons que on ne va pas avoir le même type d'immunisation, donc ça c'est intéressant. Après, le problème à l'heure actuelle, c'est l'adressage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller couper n'importe où, n'importe quoi. Et donc, Il ne faut pas se tromper. Ouais. Voilà, C'est donc ça. il y a un vrai problème d'adressage et de maîtrise de cet adressage. Et à l'heure actuelle, c'est le challenge avec CRISPR-Cas9. Oui. Alors, au sein de Tous pour la santé, on aime bien demander aux Français de la rue ce qu'ils pensent en été, leur demander s'ils étaient conscients des opportunités et des risques potentiels représentés par la thérapie génique. Et si on écoutait la rue? Je pense que ça fait toujours peur à partir du moment où on touche les gènes de l'être humain. C'est comment ça s'appelle c'est un peu jouer à Dieu, mais si ça permet de sauver des maladies, oui, pourquoi pas. Cela m'évoque un peu Docteur Mabuse, parce que je voudrais pas que sous le prétexte ou en voulant bien faire, on fasse pire. Je trouve ça dangereux. De la manipulation, mais à voir sous quelle forme et dans quelles conditions. L'évolution de la médecine, quelque chose de très important, effectivement, comme je disais aujourd'hui, par rapport aux traitements qu'on va pouvoir développer sur des maladies qui étaient incurables et qui vont être aujourd'hui traitables. Alors, jouer à Dieu ou Docteur Mabuse, c'est vraiment un grand écart. On comprend bien. Alors moi, j'avais envie de vous demander à tous les trois, ce rapport bénéfice-risque des traitements, comment on le gère, Isabelle Deguerre? C'est pas simple. On essaie de le gérer le moins mal possible, en tout cas en essayant d'être, je dirais, clair avec les parents, puisque chez l'enfant, c'est quand même les parents qui vont être amenés à participer à la décision, en les informant, je dirais, de façon éclairée sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Le pire, c'est de proposer à des parents une thérapie génique, en l'occurrence, où on va leur vendre une guérison miracle, puisqu'on a utilisé ces mots tout à l'heure, et il faut, je pense, être pondéré dans ce qu'on dit. Et à l'heure actuelle, il y a quand même, sur beaucoup de réseaux et autres, un peu une hype où tout est merveilleux. Moi, je pense que je suis la première surprise, et je dirais dans le bon sens, de ce qu'on voit comme résultat. Donc, je pense qu'on est en train de changer l'histoire naturelle de ces maladies et l'histoire de ces enfants et de leur futur. Maintenant, il faut être prudent sur ce que ça veut dire à 3 mois, à 6 mois. On risque et veiller aux prochains obstacles qu'on risque on d'avoir aura sur la route. d'autres obstacles et on a potentiellement une toxicité de ces thérapies géniques. On a vu la maman de la petite Elisa au début de l'émission a clairement compris, cette notion de transparence dont vous parlez est très importante. Alors, comment gère-t-on l'incertitude quand on est industriel? Parce qu'il faut avoir une approche prudente. Et c'est vrai que c'est un, entre guillemets, pardon de l'anglicisme, un one-shot. Une fois qu'on a injecté le gène, on ne peut pas aller le reprendre. C'est une excellente question. Alors, le domaine du développement du médicament est, dans nos pays, alors je pense à l'Europe, je pense aux États-Unis, nous on a des essais cliniques qui sont en cours en Europe et aux États-Unis, sont des activités extrêmement réglementées. Donc on n'arrive pas chez le patient humain sans être passé par une foule d'études dites précliniques ou non cliniques, aussi bien pour évaluer l'efficacité d'un traitement que, encore plus, j'allais dire, pour évaluer son innocuité. On essaye de faire ça du mieux qu'on peut, avec des espèces animales pertinentes, qui ont des âges qui reflètent... Oui, il y a des prérequis avant de rentrer chez l'homme, exactement. évidemment, avant d'avoir des essais. C'est des années de travail, des millions d'investissements. Mais après, quand vous êtes il faut suivre. Mais il reste le grand saut. Le passage à l'homme reste de toute façon un saut dans l'inconnu. Même si on a fait tout ce qu'on peut pour essayer de se prémunir. Mais le besoin médical est tel, parce qu'il n'y a pas de traitement. Par définition, dans les pathologies dont on parle,
On parle bien d'essais cliniques, donc il y a le mot essai qui doit être intégré, pas seulement par les parents, mais par la collectivité, par l'ensemble des acteurs. Et alors pendant un essai clinique, comment ça se passe? On a naturellement un ensemble, c'est pareil, très complexe et très maillé de contrôle au niveau du patient, exercé par les investigateurs, donc les médecins qui sont en charge. Isabelle Deguerre. Voilà, exactement, qui nous aident en prestation de service à mener ces essais cliniques-là. Il y a tout un dispositif de pharmacovigilance. On est en lien permanent avec les autorités réglementaires. Donc c'est tout sauf un territoire où on ferait n'importe quoi. On est très, très, très prudent. J'avais un dernier point que je voulais qu'on évoque, parce que on imagine volontiers que ça ne doit pas être simple de fabriquer, de produire ce type de traitement. Vous voulez répondre en tant qu'industriel? Puis j'aimerais bien avoir votre point de vue après. Oui, oui, je veux bien. Effectivement, la question de la production de vecteurs de thérapie génique est absolument centrale. Le vecteur, c'est le médicament. Donc, il est très difficile. C'est des produits qui sont relativement difficiles à fabriquer, mais surtout difficiles à contrôler, parce qu'on parle de matière vivante. Après, plus il y aura de médicaments approuvés, plus l'appareil productif devra se développer. On a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. En France, on est bon pour la production de ce type de... On a eu des idées très bonnes. Après, on n'a pas toujours eu les moyens de nos ambitions. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour certains essais, on dépend totalement de sociétés qui ne sont pas en France. Pour répondre, nous on fabrique notre vecteur pour un des essais en Belgique et pour un autre aux États-Unis. Je pense que c'est un des points faibles, entre guillemets, en France. Je pense qu'on a un problème de production. On a aussi, je revenais tout à l'heure à l'idée de centres qui vont devoir se développer, pas uniquement sur un seul site, ça n'a pas de sens. Et moi, je pense qu'il faut rester d'une vigilance extrême. Je ne suis pas du tout Cassandre, mais je crois qu'on n'est jamais à l'abri d'un effet que l'on n'aurait pas imaginé. On est vraiment à la limite de nos connaissances. En tout cas, moi, en tant qu'experte, je le perçois comme ça, où en fait, on va changer l'histoire naturelle d'une maladie et donc on va peut-être, je dirais, dévoiler des côtés même de cette maladie qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, il faut rester très vigilant dans tous les domaines et il ne faut pas s'interdire de se poser des questions. Mais de la même façon, il ne faut pas s'interdire de traiter les enfants. Hein. Mais je crois qu'on a le devoir et le droit à chaque fois de se reposer la question et de ne pas rester dans un schéma simple. Même quand on design les essais, on est dans des essais avec des toutes petites populations. On ne peut pas raisonner avec les outils dont on a l'habitude dans les essais thérapeutiques. On ne corrige pas un biomarqueur, on va aider un enfant à vivre mieux et à ne pas mourir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc même si son biomarqueur va bien, si l'enfant ne s'améliore pas, ça veut dire quand même qu'on a raté notre C'est très clair. challenge. Je vous remercie beaucoup. La révolution est possible, mais à condition de vigilance et à condition de travailler tous les acteurs ensemble, main dans la main, bien évidemment avec les patients. Finalement, Karen Ayache, c'est ce que vous me disiez, c'est un peu une situation d'avant-gardiste d'être tous ensemble. J'espère que l'exemple des maladies rares et des maladies génétiques sera suivi. Merci de nous avoir écoutés.